au réveil digital d'Engie. Alors je vois des gens qui sont ici des habitués. Vous le savez, le but de cet événement, c'est de passer en revue à la fois toutes les grandes tendances et toutes les gens. Que se passe-t-il? Il faut rappeler les absents. Et puis les technologies clés en fait, de cette révolution numérique qui n'attend personne. Pour autant, et il serait facile de l'oublier quand on parle de la blockchain, quand on parle de toutes ces tendances, aucune de ces révolutions annoncées, au final, ne se fera sans le client, malgré le client. C'est sur lui, sur les façons de l'adresser, sur les moyens de le faire, des moyens qui ont d'ailleurs évolué un peu plus vite parfois que le reste des technologies, qu'on va se concentrer aujourd'hui. On va donc creuser ensemble avec des spécialistes d'Engie et puis de grands spécialistes des technologies de la relation client. Et puis évidemment, comme toujours, Eric Orsena, quand il aura fini de faire le pitre, viendra faire sa conclusion à la fin. Il viendra nous livrer son analyse et ses conclusions. Pour commencer, je voulais appeler sur scène Yves Legella, que je ne présente pas, qui est directeur de digital et DSI d'Engie. Et puis, à ses côtés, Éric Dadian, que vous connaissez peut-être moins. Éric qui est le président de l'AFRC, l'Association française de la relation client. Bonjour à tous les deux. Bonjour, beaucoup moins connu. Yves, je vais commencer avec vous. Aujourd'hui, Engie mène une transition énergétique vers le zéro carbone. Cette transition-là, elle se fait par le biais de nombre de technologies innovantes, mais alors du monde de l'énergie. Quelle place pour le digital dans cette transformation énergétique ? Le digital est clé pour l'ensemble de la transition énergétique. Le digital, c'est ce qui permet de gérer l'intermittence des renouvelables. Le digital, c'est ce qui permet d'accompagner à la milliseconde la performance énergétique de nos clients villes, de nos clients entreprises. C'est un monde de logiciels, c'est un monde de big data. On le verra tout à l'heure avec Céline. Je pense que c'est vraiment le système nerveux du nouveau monde énergétique. Quand on veut devenir comme on dit en français, une data-driven company, ça implique quel type de développement quand on le fait à l'échelle d'Engie, c'est-à-dire avec des verticaux et des implantations multiples aussi? Ça veut dire deux choses. Ça veut dire de considérer la donnée comme un actif précieux, que tous les contacts avec la clientèle doivent être scrupuleusement, non seulement capturés, mais rangés, organisés. Ça signifie d'avoir des technologies qui permettent de manipuler tout ça. On accueille ce matin nos amis de Salesforce. Nous sommes engagés dans un programme massif de façon à équiper l'ensemble de nos collaborateurs, pas seulement les forces commerciales d'ailleurs, parce que nous avons par exemple en France une unité formidable qui s'appelle Engie Home Service, 4000 techniciens, 14 000 interventions chez les particuliers par jour. 14 000 contacts clients par jour où un technicien d'Engie rentre chez un client et rend un service, souvent un service de dépannage. Donc tout d'un coup, il se remet à faire chaud là où il faisait froid. Bon, c'est un moment formidable pour une opportunité commerciale, si on sait l'exploiter. Hein. Au moment où le client est content, la cliente est contente. Donc voilà, hop, action. Sinon d'ordinaire, on sépare les choses. Celui qui vient chez moi réparer ma chaudière, il est technicien, il n'est pas commercial. Voilà. Et bien en fait, il faut que la personne qui répond au téléphone quand il y a un problème soit un peu technicien, et il faut que le technicien soit un peu commercial. Et puis tout ça, c'est irrigué de technologie, et ça, c'est Salesforce. On verra tout à l'heure quel point la relation client peut aussi avoir un impact non seulement sur les clients, mais aussi sur les collaborateurs. Tout ça, ça implique aussi de travailler, de penser plus en écosystème. Là aussi, ça ressemble à un cliché, mais ce n'en est pas un quand on est à l'échelle d'une entreprise comme Engie, plutôt que de penser par vertical. Alors, je crois qu'il est très important d'avoir une vision client 360. Et je vais sortir un peu du client particulier, parce qu'en fait, dans le cadre de la stratégie dessinée et emmenée par Isabelle Cocher, de faire de Engie le leader de la transition énergétique zéro carbone pour les grandes villes et les grandes entreprises, puisque c'est notre affectio societatis pour les années qui viennent. Il y a certes des clients particuliers, qui sont la face la plus connue d'Engie en France en particulier, également dans d'autres grands pays. Mais je pense qu'il faut insister sur l'ambition autour des villes, des territoires et des grandes entreprises.
Et pour bien gérer un grand client, pour bien gérer une grande collectivité, il faut avoir une vision 360. Et cette vision 360, c'est l'ensemble des contacts qu'on a avec les décideurs, les acteurs d'une région, d'une ville ou d'une grande entreprise. Et cette vision 360, c'est un programme massif qui vise à d'abord transformer la façon dont les collaborateurs se conduisent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes 150 000. Le premier réflexe, encore aujourd'hui bien souvent, c'est pas de renseigner Salesforce. Le premier réflexe, c'est de garder tout ça dans son cerveau. Et puis, ce trésor qui est cette mine d'informations qu'on a en fait à chaque contact client, eh bien, c'est quelque chose qu'on garde pour soi-même. Comment essayer de faire en sorte que les gens comprennent que c'est un bien commun, c'est une denrée rare, précieuse, et qu'il convient de la partager. Vous le disiez, vous avez construit le CRM d'Engie sur Salesforce, mais pas seulement. CRM. Customer Relationship Management, le système d'information de la relation client. Mais je comprends. Non, mais on est là pour aider les Béotiens. Hein, oui, bien sûr. Voilà. Vous l'avez construit. Vous l'avez construit à partir de Salesforce, mais pas seulement. Qu'est-ce que ça change? À quel moment de cette transformation est-ce que vous pensez être aujourd'hui? Et quels bénéfices en avez-vous déjà tiré? Alors, je pense que sur la route, on peut légitimement dire que nous avons franchi une première étape. Cette étape, c'est celle du déploiement. Nous avions 5000 collaborateurs qui utilisaient Salesforce en 2015. On a multiplié ce chiffre par 4. Le nombre de pays par 5. Voilà. Et nous avons une instance mondiale qui croise tout ça. Et donc, on est, je pense, à 30% de la route, 40% de la route. Bon. Je pense qu'il nous reste beaucoup de chemin à faire, même si on est très fiers de ce qu'on a fait avec nos partenaires. Et je pense que c'est dans l'utilisation quotidienne, cette espèce de réflexe dont je parlais, qu'il nous reste, à mon avis, des progrès considérables à faire. Je pense qu'en termes d'intensité, on est à peu près là où il faut qu'on soit. En termes de profondeur, probablement pas encore. Quel bénéfice à ce jour, à la fois pour vous et puis pour vos clients? Le bénéfice, c'est la qualité qu'on a à chaque interaction. À partir du moment où vous êtes capable de disposer des derniers contacts, des dernières informations, vous enrichissez le dialogue, les capacités de vente croisée apparaissent, des capacités de développement de nouvelles opportunités apparaissent. Enfin, c'est un système qui se nourrit par lui-même. La qualité de la donnée enrichit la relation client, qui elle-même enrichit la qualité de la donnée. Et un cercle vertueux se met en route. Éric Dadian, vous êtes donc le président de la FRC. Alors, je ne connaissais pas la FRC. Comment ça, vous ne connaissez pas? C'est archi connu comme marque. Écoutez, on est là pour... Il y a Coca-Cola et la FRC. On est là pour vous aider. Donc l'Association française de la relation client. Présentez-nous l'association. Combien d'entreprises aujourd'hui? Dans quel type d'industrie d'ailleurs? On a 20 ans, donc on est une communauté des professionnels de la relation client, les directeurs de la relation client. On est 3500 membres avec 300 entreprises. Bon, Salesforce en fait partie. Mais on a surtout des marques qui se sont intéressées très tôt. D'abord parce qu'on a appelé la relation client, on venait du monde des centres d'appel. Et puis, on a évolué petit à petit vers une terminologie d'expérience client. Donc, nous, on est au cœur de l'expérience client. On traite de tous les sujets qui intéressent les marques pour mieux connaître son client, le satisfaire. C'est le b.a.-ba d'une entreprise, hein, et le fidéliser. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que ça ressemble à la palissade. Enfin, c'est une palissade, mais c'est les trois. S'intéresser à son client quand on est une entreprise. Bah oui, mais c'est les trois fondamentaux qu'il faut avoir en tête. Alors, on a vécu évidemment des transformations et des ruptures incroyables avec les technologies depuis 20 ans. Donc, comme je dis, on part du téléphone. Il y avait 2 canaux. Il y avait même le Minitel avant, comme canal d'interaction client. Donc, il y avait le téléphone et la boutique. Oui. Puis, petit à petit, on a vu arriver, donc, en 95, un truc qui s'appelle Internet. Donc là, Internet, ça nous rajoute le couplage téléphonie informatique, l'Internet call center. Donc, ça apporte un peu plus d'intérêt, même d'interaction pour les conseillers qui sont dans les centres d'appel. Donc ça, c'est la première évolution. Et puis ensuite, il y a un certain Steve Jobs qui arrive avec un smartphone. On se souvient tous de sa keynote, This is the Revolution, avec son smartphone. Bah oui, c'était une révolution pour nous. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, en 2007, on a une inversion du sens de la relation client. Avant, les marques poussaient leurs produits, et puis les consommateurs, gentiment, comme des moutons, devaient aller sur les canaux qu'on leur proposait.
pour s'informer, pour acheter. À partir de 2007, c'est fini. Le smartphone leur permet d'avoir une arme dans la main. C'est eux qui décident. C'est eux qui décident quand il faut s'informer. C'est eux qui, avec leur communauté, deviennent des influenceurs ou des détracteurs. C'est eux qui peuvent acheter justement en un clic avec ce smartphone et puis utiliser le produit. Donc là, il y a vraiment une inversion du sens de la relation client. Il a le pouvoir sur la marque. Et troisième révolution, c'est 2017. Avec ce que tout le monde appelle l'intelligence artificielle. C'est donc la masse de données disponible avec la puissance des algorithmes qui, là, permet de rentrer dans le commerce cognitif. On voit arriver encore une fois beaucoup plus de canaux que ce qu'on a connu, donc les assistants vocaux, les robots physiques dans les boutiques. On voit aussi arriver tous les bots. Alors là, les marques se jettent dessus en faisant des POC, des espèces de pilotes pour se dire ça va révolutionner la relation client. Ben non. Et là, nous, on s'aperçoit, et c'est pour ça que la FRC est un think tank, est aussi un lieu prospectif, que l'humain restera fondamental. On ne pourra rien faire sans humain. Et la relation client, elle sera avant tout faite de relations humaines avec de l'empathie, même s'il y a des outils extraordinaires comme Salesforce. Mais enfin, Engie ne va pas me contredire. C'est l'humain d'abord. L'empathie. C'est intéressant parce qu'on a parlé, on va beaucoup parler justement des outils, des moyens, des infrastructures, des choses qu'on déploie. Mais vous le dites bien, il y a quand même un aspect humain extraordinaire à la fois du côté du client et à l'intérieur de l'entreprise. Comment est-ce qu'on fait pour insuffler le sens du service client à l'intérieur d'une entreprise ? Alors je pense que l'expérience client, c'est une fonction transversale. Donc il y a toujours des silos, il y a toujours des directions marketing, commercial, etc. Ce qu'il faut, c'est créer, les marques doivent créer toutes aujourd'hui une direction expérience client qui soit transversale, qui soit au service d'eux. On parlait de Coca-Cola en rigolant, mais ils ont créé une direction client. Renault a créé une direction client, transversale, au service. En fait, Coca appelle ça la tour de contrôle. Ils surveillent tout ce qui se dit sur eux, sur l'aspartame, sur les ballonnements dans le ventre quand on boit un Coca, 24 heures sur 24. Ils ont une tour de contrôle qui surveille dans toutes les langues du monde entier ce que les consommateurs peuvent exprimer sur les canaux, donc sur les réseaux sociaux. Et à tout moment, Coca peut interagir avec un tweet, sur un blog, avec un téléphone, avec un SMS, avec tous les outils, tous les canaux qui sont à leur disposition. On parle de WhatsApp aujourd'hui, de WeChat, et demain, on verra d'autres canaux arriver. Donc en fait, c'est une fonction transversale qui doit être dans toutes les fonctions de l'entreprise. Tout prétexte de contact, vous l'avez très bien dit, est un prétexte pour fidéliser, pour servir un client, que ce soit à la logistique, à la comptabilité, dans tous les services de l'entreprise. Donc, quand vous dites, oui, une entreprise doit être tournée client, elle doit le faire vraiment, quoi. Elle doit avoir une direction expérience client qui insuffle. Tout doit être pensé client. On va loin aujourd'hui. On voit une boîte comme la Camif qui va très loin, qui va sur la co-création de ses produits avec ses clients, qui va même, avec ses collaborateurs également, co-créer le design de ses meubles, voire même piloter l'entreprise avec ses collaborateurs et avec ses clients. Le Club Med a un comité de direction où les clients sont intégrés pour définir les services qu'ils voudront demain. Donc on voit bien que l'entreprise doit s'ouvrir vers le monde extérieur et donc surtout vers le client, quoi. Ça, c'est une entreprise qui ne parle pas expérience client. Moi, je vais assez loin dans mes discours en disant elle disparaîtra. Alors justement, ça paraît contre-intuitif d'imaginer que ça puisse exister. Vous avez des contre-exemples ? Oui, alors on ne va pas les citer ici, parce qu'ils peuvent être membres de la FRC d'ailleurs, ou clients de Salesforce. Mais bien sûr, une entreprise qui n'a pas investi dans l'expérience client. S'ils sont membres de la FRC ou clients Salesforce, ils ont déjà quand même franchi. Ils sont en train de bouger. Ils ont eu un moment difficile. C'est une marque rouge, vous la reconnaîtrez, qui est un peu comme Coca-Cola. Ouais. Il y a un moment d'égarement, elle a sous-investi, elle a considéré le client comme quelque chose de pas important. Comme un acquis. Voilà. Alors par contre, je vais citer des marques exemplaires. Alors Engie, bien sûr. Oh, bah oui. Ça c'est évident. Il gagne plein de prix à la FRC. Ça c'est fait. Non, il y a des marques qui nous ont frappés aux États-Unis. On est parti à la NRF de New York ou au CES de Las Vegas, vous les voyez. NRF, c'est le grand salon du retail. Du commerce de détail. Une marque comme Casper, je ne sais pas si ça vous parle, je ne sais pas si vous la connaissez. Elle ne vend plus de produits. Elle vous fait vivre une expérience de sommeil. Donc vous prenez votre ticket, une expérience de sommeil. Vous rentrez chez Casper, vous allez dormir pendant une demi-heure, ou de pas sommeil, mais vous vous allongez sur un lit. Oui, on voit le coquin. Et en fait, évidemment, en subliminal, on va vous proposer un produit et un prix, mais vous avez d'abord passé une expérience mémorable de sommeil. Même chose chez Adidas. On va vous faire vivre une expérience de course à pied. Et au final, vous allez acheter des chaussures. Mais d'abord, on vous apprend à courir, on vous apprend à positionner vos pieds, à bien vous tenir, etc. Chez Occitane, un autre exemple, même chose. Vous allez mémoriser en fait une expérience de
Vous allez vous promener dans la province avec les images, on vous met un casque de réalité virtuelle, des odeurs, etc. Et au final, on va vous proposer une crème. Mais on voit bien que c'est l'expérience client qui devient plus importante que le produit et le prix. Et je citerai juste le président de Macy's qui disait l'expérience client, c'est un voyage. Et ça passe dans le mix marketing devant le produit et le prix. C'est lui qui le disait, il était en pleine compétition avec Amazon au mois de janvier à la NRF. Ça nous a frappé comme discours. C'est la première fois qu'on entendait l'expérience, l'économie de l'expérience devient plus importante que le produit. Bon. Et c'est vrai qu'on le voit sur même des produits compliqués. Enfin, on parlait de voitures électriques tout à l'heure avec Yves. Si vous achetez une Tesla aujourd'hui, vous n'achetez pas une voiture, vous achetez votre ticket d'entrée dans un écosystème à la fois de produits, de services, d'accompagnement au travers de la connexion, etc. etc. Et c'est vrai que on le retrouve aussi sur des verticales qui sont plus anciennes. Et c'est vrai que sur le commerce au détail, c'est beaucoup plus compliqué. En quoi est-ce que mon expérience va changer dans les années à venir ? Dans les années à venir, je pense que... Il y a des essais, les bots sont des choses qui ont ou pas accroché. On a vu tout le monde en lancer en même temps en disant « Parlez-nous sur Messenger ». Parfois ça marche, parfois ça a moins d'intérêt. Je pense qu'on va avoir, alors je ne suis pas devin, hein, mais dans les 2 qui viennent, d'abord on ne peut pas vivre sans technologie. Donc les données permettront justement de faire de la prédiction, de mieux connaître. Lorsqu'un client rentrera dans une boutique ou rentrera en relation avec une marque, on saura qui il est, on aura toute son historisation. On l'a déjà aujourd'hui grâce aux solutions qui sont devant nous. Je pense que la différence se fera justement par l'intelligence, l'empathie, la considération. Une marque comme Club Med, je la recite, elle fait de la considération avec des technologies. Elle fait de la gentillesse, gentil membre, gentil organisateur, avec des technologies. Elle est capable aujourd'hui de connaître parfaitement vos goûts, vos envies. Donc on ira vers des téléconseillers de l'expérience client, de la relation client augmentée. On aura des téléconseillers qui seront piloter des conversations, qui pourront commencer avec des bots pour des choses très simples. Et ensuite, on verra qu'on basculera immédiatement sur l'humain, sans que ce soit de l'escalade. C'est le téléconseiller qui décidera. Donc ça veut dire changer ses compétences, changer sa façon d'interagir. Et il pourra justement utiliser son cerveau pour avoir la proximité intellectuelle avec son consommateur, la gentillesse, l'empathie, être force de proposition avec une liberté totale. Et ça veut dire derrière, ce que vous avez dit, c'est laisser de l'autonomie aux collaborateurs. C'est fini les scripts, c'est fini de dicter les choses. C'est intéressant parce qu'avant on disait qu'un collaborateur heureux, ça fait des clients heureux. Mais en fait, ça marche aussi dans l'autre sens. Le Gélard me disait, bah oui, c'est bijectif, truc que je n'avais pas entendu depuis les maths 2 secondes. Mais c'est parce que je n'ai pas fait des maths plus loin. Mais ça veut dire vraiment qu'il y a aussi un impact immédiat sur l'expérience du collaborateur au-delà de l'expérience du client. Un collaborateur qui se sent totalement libéré de toutes les contraintes et de toutes les obligations, il saura aller très loin dans l'interaction client et il saura le fidéliser. Il y a une marque qu'on cite beaucoup, mais je pense qu'en France, ça commence à arriver, c'est Zappos. Zappos a été jusqu'à l'allocratie, c'est-à-dire qu'ils ont permis aux téléconseillers de venir quand ils voulaient, de s'organiser comme ils le souhaitaient, de venir avec leur chien s'ils le souhaitaient, donc d'être heureux en fait, d'être totalement libéré de toutes les contraintes et de pouvoir justement aller très loin dans la conversation. Il y a des conversations au téléphone qui durent 1 heure, qui durent 1 heure avec les clients. Pourquoi ? Parce qu'avec un chien c'est assez long. Mais avec un chien augmenté, peut-être que demain on pourra leur permettre de faire de la relation client. Non, plus sérieusement, plus on laisse la liberté, plus on va loin dans l'interaction. Et donc le collaborateur heureux, évidemment, rend des clients qui sont heureux et fidèles. Vous l'avez chiffré, ça ? Vous avez fait une étude avec BCG, je crois ? Alors on a fait une étude avec le BCG. Donc cette étude s'appelle la personnalisation. Plus on personnalise la relation client, plus on a de chiffre d'affaires. Et 89% des entreprises qui ont personnalisé assez loin avec des données et des technologies ont donc augmenté leur chiffre d'affaires et leurs résultats. Et les collaborateurs sont plus contents parce que plus on leur donne de données, plus on leur donne d'informations sur le client, plus ils vont loin dans l'interaction pour mieux le servir et encore une fois le fidéliser. Donc c'est la fin, 1, du plateau d'appel et 2, du script ? Non, ce n'est pas la fin du plateau d'appel, c'est qu'on va voir des plateaux d'appel, comme vous dites, des centres de service, des centres de relations clients. Michel de Bonneuil appelle ça le quaternaire, où elle mélange le bien et le service. Vous la connaissez bien, Michel de Bonneuil. Donc je lui ai fait visiter un centre qu'on avait créé à Amiens la semaine dernière. Elle m'a dit, je suis bluffé, je vois des usines du quaternaire, mais ce sont des usines au bon sens du terme. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont avec des technologies là pour aider, supporter, servir, faire du commerce, encore une fois, pour les 3 fondamentaux dont je parlais tout à l'heure pour le client. Mais ils auront des outils qui seront différents. Ils ne feront pas que... Est-ce que vous avez des questions ? Je
vous rassure, il y aura aussi une session de questions-réponses tout à la fin. On fera même remonter Yves et Eric s'il le faut. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci. On va faire monter sur scène ceux qui ont les mains dans le cambouis, c'est-à-dire ceux qui créent ces outils et les mettent en place. Merci donc d'accueillir Olivier Derrien, le patron de Salesforce France, Céline Regnault, directrice de l'expérience client B2C d'Engie, bah oui, et Jean-Marie Pierron, directeur de la transformation numérique de Velocity. Bonjour. On vous a déjà beaucoup cité, Olivier, mais pour ceux, ils existent, hein, qui ne savent pas qui est Salesforce, 2 mots sur l'histoire de l'entreprise. Vous avez longtemps été le pionnier donc, du CRM, donc du logiciel de relation client, mais dans le cloud, moi j'ai encore souvenir des stickers No Software, parce que la grosse différence, c'est qu'il n'y avait pas de logiciel à installer. Mais ça a changé, parce que d'abord, vous allez beaucoup plus loin que la relation client aujourd'hui. On va beaucoup plus loin que la relation client. En fait, la relation client intéresse tout le monde dans l'entreprise. Donc, ceux qui pensaient que la relation client ne concernait que les commerciaux reconnaissent aujourd'hui qu'ils se sont trompés. Voilà, donc c'est ça. Donc nous, la société est créée il y a 20 ans et demi. Donc on est entre 2 âges, entre l'adolescence et l'âge adulte. Certains nous disent qu'on est trop jeune, d'autres nous disent qu'on est trop vieux. Nous, on est bien où on est, et puis chaque année, on prend 1 an de plus. Vous aurez bientôt le droit de boire une bière aux États-Unis. Voilà, on a commencé pendant 14 ans uniquement avec des toutes petites entreprises. Et pas du tout des grandes entreprises. Oui, longtemps, c'était un outil de start-up, en fait. Exactement. Ouais. Et en fait, nos commerciaux étaient au téléphone et essayaient de convaincre par téléphone les petites entreprises. Et il fallait montrer que c'était simple à utiliser. Donc, pas à pas, nous avons grandi. Et il y a 7 ans, on a décidé de travailler avec des grands comptes. C'est à peu près à ce moment-là qu'on a commencé notre voyage avec Engie, que Yves décrivait tout à l'heure. On en est à peu près à 1/3 de la route. En effet, ça veut dire qu'on est partis ensemble, nous l'espérons, pour durer le plus longtemps possible, à accompagner Engie dans sa transformation. C'est à nous de prouver étape après étape qu'on mérite la confiance d'Engie et de tous nos clients. Mais le CRM, entre-temps, est passé en effet d'une affaire pour les commerciaux à un projet d'entreprise. Parce que tout ce qu'on a entendu auparavant le dit. Les entreprises les meilleures sont celles qui s'occupent bien entendu bien de leurs produits, mais qui pensent aussi beaucoup et de mieux en mieux à leurs clients. L'autre signe particulier de Salesforce, c'est que c'est une entreprise avec un fondateur très présent. Si vous n'avez jamais vu une keynote de Marc Benioff, je vous engage à aller le faire. Ou aller à Dreamforce l'année prochaine pour le voir en vrai, ce qui est presque une expérience physique, mais surtout avec des valeurs très fortes. Alors on a inventé au moment de la société il y a 20 ans, on a parlé du CRM, on a en effet inventé le No Software, c'est-à-dire en fait confiez-nous vos données pour qu'on s'occupe de la quincaillerie et qu'on puisse vous aider à aller vite. À être agile. Ça va de soi aujourd'hui, ça n'allait pas du tout à de l'époque, soi à l'époque. C'était sacrée révolution. Déplacer ses données chez quelqu'un, pas installer des logiciels, et pas maintenant, maîtriser. Et maintenant, vous comprenez pourquoi... Le DSI est en train de secouer la tête en disant oui. Vous comprenez pourquoi... Ça n'allait pas de soi. Vous comprenez pourquoi le mot confiance est la valeur numéro 1 de notre entreprise. Vous me posez une question sur la valeur. C'est normal. Mais réfléchissons ensemble à cette valeur. La confiance est fondamentale dans un monde digital. Il faut avoir confiance dans la technologie, confiance dans les techniciens dont vous parliez tout à l'heure, Home Service, qui vont faire des interventions, confiance dans les équipes, confiance dans l'écosystème. Et s'il y a la confiance, on peut construire ensemble énormément de choses. S'il y a la méfiance, on n'y arrivera pas. Les autres valeurs de la société, c'est aussi qu'il y a 20 ans, Marc Benioff a décidé de montrer qu'on était à une étape clé du capitalisme et qui, pour lui et pour nous, donc, il faut que les sociétés agissent énormément pour aider le monde à être meilleur. Donc le but de la société, c'est d'aider le monde à être meilleur. Et pour ça, on parle beaucoup d'égalité, on investit. Les employés qui arrivent chez nous, 7 jours par an, nous les payons 7 jours par an pour qu'ils soient bénévoles, individuellement, à passer du temps avec les associations de leur choix. Et moi, je suis jugé en tant que directeur général, bien entendu, sur du chiffre d'affaires, la satisfaction client et la satisfaction des employés, mais au même niveau, sur le nombre d'heures qu'on va passer en France à aider les associations en France. C'est dans mon top 4 des indicateurs pour me juger. Et tous les trimestres, je regarde ça, bien entendu, et on est à peu près 30 000 heures en ce moment chez Salesforce France. Mais l'an dernier, on était à 20 000 heures, et l'année d'avant, on était à 10 000 heures. Donc si chaque année, on gagne 10 000 heures, mais 10 000 heures, c'est presque 1000 jours hommes d'aide vers les associations en France. On est là pour aider la France à progresser
et aider les gens qui en ont besoin. Et je pense que ça, c'est un rôle clé des entreprises. On est à une époque où on peut, ensemble, par contre on ne veut pas le faire seul, on peut ensemble transformer le monde des entreprises pour que les entreprises soient plus humanistes, pas à pas. Et c'est aussi une mission que nous avons au-delà de la technologie, si vous voulez. Pour revenir au produit, si on doit le décrire, c'est plus juste un système de gestion de la relation client. En fait, c'est une gigantesque plateforme d'application. Quand vous avez 30 secondes pour le décrire à quelqu'un qu'on n'a jamais entendu parler, c'est quoi la promesse en fait? J'utilise ce que Yves Le Gellard vient de dire sur scène, la vision 360, c'est la façon la plus simple pour résumer ce qu'on essaye de faire. Mais dans la vision 360, il y a des gens qui sont des commerciaux, il y a des gens qui sont dans les centres d'appel, il y a des gens qui font du marketing, des campagnes, il y a des gens qui font des techniciens qui vont sur site aider les clients, et il y a la réception dans l'entreprise, et il y a tous les services dans l'entreprise qui travaillent de mieux en mieux ensemble. En fait, il y a tout le monde dans l'entreprise qui est concerné, plus ou moins, sur la relation client. Donc nous devons d'avoir des solutions pour chacune de ces populations, mais le plus important, c'est que tout ça doit marcher ensemble. C'est la vision 360. Parce que si vous partagez bien vos données, vous permettez aux techniciens avec un écran de smartphone de savoir s'il y a ou pas un projet en cours avec ce client à ce moment-là, et vous lui donnez l'occasion de mettre une information dans la base de données pour que le commercial sache ce qui se passe. C'est quand même fondamental dans l'alignement et dans l'efficacité de l'ensemble. Donc c'est ça. À côté de ça, on est dans un monde de data. Donc depuis 2 ans, on a investi 22 milliards de dollars dans des technologies pour gérer la data. Au-delà du CRM, parce qu'il faut connecter tout ça avec le reste des systèmes de l'entreprise. Il faut connecter tout ça avec les factures, avec d'autres systèmes. Ce n'est pas un système monolithique dans un coin. Il y a de l'interconnexion, et l'interconnexion, souvent, c'est le point le plus lent de la chaîne. C'est pas bon, ça, quand c'est lent. Si il y a un cheval qui court à 100 km/h et que les autres à 1 km/h, la vitesse de la chaîne, c'est la vitesse du maillon plus lent. Donc on a investi considérablement dans des outils d'intégration pour aider nos clients à intégrer tout ça avec leurs applications. C'est une société qui s'appelle Mulsoft, qu'on a acheté il y a 2 ans, 6 milliards de dollars. Et il y a quelques semaines, on a acheté une société pour 16 milliards de dollars, qui vise à permettre d'analyser toute cette masse de données qui existe de plus en plus dans les entreprises, mais avoir des visions simples et des connecteurs énormes pour se connecter à toutes les données. C'est une société qui s'appelle Tableau. Ah oui, bien sûr. Tableau. En France, vous êtes classé dans les best workplaces, enfin les entreprises où il fait bon travailler. C'est quoi? C'est la conséquence des performances de l'entreprise parce que vous êtes en croissance constante, ou c'est plutôt la cause du succès? Merci pour la question, parce qu'en fait, il y a 2 ans, on a décidé de concourir dans cette course, et qu'à notre grande surprise, ou à ma grande surprise, on a fini numéro 1 pour notre première participation, et l'an dernier, on a encore fini numéro 1 pour notre deuxième participation, en sachant que c'est les employés qui nous font élire, parce qu'il y a des jurys qui lisent les réponses des employés à des questionnaires complètement indépendants, et quand on creuse ce que disent les employés, les raisons pour lesquelles ils nous ont fait être en numéro 1 de Best Place to Work sur le segment 500 à 5000 employés, parce qu'il y a plusieurs segments de taille d'entreprise. En France, on est entre 500 et 5000. En fait, on s'aperçoit que ce que je vous disais tout à l'heure, là, sur aider les gens qui en ont besoin, leur permettre de passer du temps avec les associations, c'est ça qu'ils mettent en numéro 1. Même si c'est pas la techno, même si c'est pas leur salaire. De leur temps de travail. C'est pas 1%. Alors, en fait, 7 jours par an, c'est plus que 1%. Oui, c'est vrai. Hein, vous êtes d'accord avec moi? C'est plutôt 3 ou 4. Mhm. Maintenant, en moyenne, ils font 4 ou 5 jours par an, tous confondus, donc c'est à peu près 2 ou 3%. Mais cette idée de s'associer avec nos clients et nos partenaires pour aller aider des gens qui en ont besoin ou des œuvres qui les intéressent, c'est ça qu'ils mettent en avant à côté de la façon de travailler collaborative en fait, que nous avons avec nos clients, avec nos partenaires et avec nos propres employés. C'est les 2 raisons pour lesquelles... Alors maintenant, c'est un challenge. Moi, ce que je leur dis toujours, on est numéro 1, ok, mais il faut qu'on se comporte comme si on était numéro 100 et qu'on ait envie d'être numéro 99 et 98 et 97. Et c'est ça l'état d'esprit, c'est d'essayer toujours de progresser et d'apprendre de tous ceux que j'ai pu rencontrer dans ce classement. Je vous invite d'ailleurs à participer à ces classements parce que vous voyez plein d'entreprises qui font des choses tout à fait remarquables et ça peut nous aider à progresser. Pour finir, je disais dans une interview, vous disiez, pour vous, l'avenir va se jouer entre d'un côté les entreprises sincères et puis de l'autre côté les autres.
Et c'est intéressant parce que sincère n'est pas forcément un qualificatif qu'on attache à une entreprise. Ce qu'on demande d'une entreprise, c'est qu'elle soit performante, transparente, innovante. Pourquoi sincère et qu'est-ce que ça veut dire dans votre esprit ? Merci encore pour cette question, parce que le mot sincérité, je pense, il est tellement clé. Beaucoup de gens, aujourd'hui, je m'aperçois que depuis 2 ans, beaucoup de gens parlent de plus en plus de valeurs et de sujets équivalents à celui que je viens d'évoquer. Mais parmi ceux qui en parlent, il y en a beaucoup qui ne font pas grand-chose. Donc en fait, d'en parler, c'est une obligation, mais ça devrait être que 20% du chemin. Le reste des 80%, c'est les actions qu'on peut mener ensemble, en adéquation avec les propos. Et donc pour moi, la sincérité, j'ai en tête l'adéquation entre ce qu'on dit et ce qu'on va faire. Si simplement on fait ce qu'on dit et on dit ce qu'on va faire, c'est la sincérité. Et les gens ne sont pas dupes. Les employés ne sont pas dupes. Les clients ne sont pas dupes. Les partenaires ne sont pas dupes. C'est assez facile pour qui que ce soit dans cette salle d'avoir une idée sur la sincérité de quelqu'un qui parle. Mais je suggère à tout le monde de regarder plus les actes que les mots, parce que j'ai rencontré, sans doute vous aussi, des gens qui parlent très très bien, mais qui font rien. Merci beaucoup Olivier Derrien, c'était passionnant. Alors c'est Derrien mon nom. Derrien ? Oui, mais c'est pas grave. Pour tous les Bretons. Eh ben voilà. Ah oui, c'est vrai, pardon. Céline Regnault, j'en viens à vous. Pendant longtemps, le marché de l'énergie en France n'était pas un marché qui avait un problème de fidélisation, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'il y avait si peu de fournisseurs qu'une fois que vous étiez un abonné, un usager, souvent d'ailleurs, c'est comme ça qu'on les appelait, bah, vous étiez ferré pour la vie. Donc il n'y a pas de problématique de fidélisation pour l'entreprise. On voit bien l'arrivée de la concurrence, évidemment, a tout changé de ce côté-là. Alors déjà, moi, mon nom, c'est Céline Regnault. Oh non. Donc oui, notre marché, il a Derrien, Regnault. Voilà. Jean-Marie, vous viendrez me voir. Non mais c'est bon, il y a Voilà. du breton aussi. Hein, donc. Donc oui, notre marché, il a été bouleversé. Et clairement, alors même si on est passionné, notamment avec Yves, par l'énergie, l'énergie, c'est pas un produit sexy. Hein. Clairement, aujourd'hui, c'est plutôt un produit qu'on aimerait oublier. On aimerait que ça nous coûte le moins cher possible. Et c'est vrai que pendant de nombreuses années, la plupart des consommateurs ont oublié l'énergie en tant qu'usagers. Et puis, la concurrence est arrivée il y a bien longtemps maintenant et elle a mis du temps à s'installer. Et aujourd'hui, on est rentré dans une ère vraiment du B2C, du marketing, des offres et surtout de l'accompagnement client. Et on passe d'une ère où on achetait un kilowattheure sans vraiment savoir ce que ça voulait dire, à maintenant une ère où on cherche d'abord du confort. Et donc tout l'enjeu autour de l'accompagnement, du suivi de sa consommation, du pilotage de ses équipements devient de plus en plus important. Et l'expérience qu'on va vivre avec cette énergie est de plus en plus importante. Et puis on rentre aussi dans une ère où l'impact sur l'environnement est de plus en plus important. Et donc dans cet accompagnement, il y a également la question de savoir est-ce que je consomme bien ? Donc oui, ça a complètement bouleversé notre manière de faire. Le terme expérience client est rentré dans nos mœurs il y a bientôt même plus de 10 ans, hein, donc c'est pas neuf chez nous. La nouveauté, c'est qu'on est passé d'une ère aussi de la relation client à une ère vraiment de l'expérience client. Et je le disais tout à l'heure à Eric, pour vous donner mon exemple, moi je viens du monde du digital et de la data et je viens d'arriver il y a peu sur le monde de la relation client. Et on vient de créer une direction expérience client qui mixe justement toutes ces expériences qu'on peut avoir au téléphone, parce que oui, l'humain reste central au téléphone avec son technicien NG Home Service, et puis via le digital qui est de rentrer dans nos vies. Et finalement, notre enjeu NG, c'est de proposer, quel que soit le canal, la meilleure expérience possible. Alors, c'est amusant parce que sur le petit papier que vous avez tous su, là, sur le Do You Speak Line, on voit le client est-il toujours roi. Et au début, je disais bien pourquoi ont-ils mis roi en majuscule. Et après, j'ai compris que c'était roi, mais aussi ROI. C'est-à-dire que c'est une expérience bijective ou symbiotique. Alors pour ma part, c'est pas moi qui ai choisi de le mettre en majuscule, parce que pour nous, il est plutôt en R majuscule et OI. Il est d'abord roi, dans le sens où si on écoute le client et si on répond au client, in fine, ça sera rentable pour tout le monde. Notre objectif, c'est que notre client il soit bien chez nous. Bien entendu, on n'est pas dans les œuvres caritatives et notre objectif, c'est d'aller vendre. Mais notre objectif, ce n'est pas que de vendre, c'est de fidéliser dans la durée nos clients
Je l'évoquais, l'énergie, c'est pas un produit sexy et on ne l'achète pas tous les jours. On est plutôt sur une expérience qui va se renouveler tous les 7 à 10 ans pour sa chaudière, pour son contrat d'énergie. Et l'objectif d'abord pour nous, c'est de nous assurer qu'on va attirer ce client et qu'on va le garder, qu'on va le fidéliser. Et si on déroule bien cette expérience client de bout en bout, eh bien, il sera roi avec une majuscule parce qu'effectivement, le client sera bien chez nous et il sera aussi effectivement rentable pour chacun, pour nous en interne. C'est-à-dire qu'on pourra effectivement construire une relation dans la durée avec une rentabilité par la vente, mais aussi une rentabilité par des contacts qui sont bien pesés, qui sont efficaces pour tout le monde. Yves le disait tout à l'heure, l'importance, tout à coup, ça va être d'arriver à alimenter le système de gestion du client avec des données pertinentes, fraîches, intéressantes, etc. Ça veut dire qu'il faut que tout le monde se transforme, pas forcément en commercial, mais en tout cas en apporteur d'informations. Expliquez-nous les sources de données que vous allez utiliser pour améliorer le service rendu. Il y a évidemment, j'imagine, tous les points de contact déjà du client avec l'entreprise, mais ça ne s'arrête pas là. Oui, alors c'est beaucoup de sources. Et effectivement, on est dans l'ère du big data et c'est pas un mot tarte à la crème chez nous, c'est vraiment ce qu'on vit au quotidien. On a eu une première révolution donc sur le marché B2C. C'était non pas Salesforce d'abord, mais l'ère des data management platforms. C'est ce moment où, alors pour nous, c'était il y a plus de 5 ans, quand on a commencé à mixer la donnée dite CRM, donc tout ce qu'on savait sur le client, son contrat, ses contacts avec nous, avec les données issues du digital. Quand on a pu dire, ah oui, ce client, il est venu sur notre site internet, il s'est renseigné sur les modalités de déménagement, mais il n'a pas été jusqu'au bout. Est-ce qu'il nous a appelé après ? S'il ne nous a pas appelé, attention, il faut aller le contacter de manière proactive parce que sinon, il risque de partir à la concurrence. Donc ça fait déjà 5 ans qu'on mixe toutes ces données-là, données de contact, données digitales. On a été ensuite jusqu'à aller acquérir de la donnée externe, nouer des partenariats avec, par exemple, des grandes enseignes du monde des télécoms qui ont les mêmes défis que nous autour de ce moment du déménagement qui est très important. Et donc ça a été cette première révolution. La deuxième révolution, c'est celle qu'on est en train de vivre en ce moment avec Salesforce et avec Velocity, c'est de concentrer toutes nos données au même endroit et de les restituer dans cette vision 360 qu'évoquait Yves tout à l'heure, pour à la fois venir nourrir la vision qu'ont nos conseillers de cette expérience client, et aussi permettre à nos clients eux-mêmes d'avoir une propre vision 360 de leur relation avec Engie. Pour donner deux exemples, notre objectif, c'est d'abord de faciliter la vie du conseiller clientèle. Il n'y a pas pire quand on appelle un call center de tomber sur quelqu'un à qui on doit raconter pour la énième fois son histoire. Ça fait des années qu'on en parle et pour autant, il n'y a quasiment aucune entreprise qui a réussi à relever ce défi-là et réussir à dire effectivement oui, monsieur ou madame Regnault, vous venez d'aller sur le site internet, vous avez rempli un formulaire et je vois effectivement tout ce que vous avez renseigné et je vais pouvoir continuer avec vous parce que même si vous avez commencé sur le digital, vous avez peut-être besoin d'être rassuré par un conseiller clientèle. Donc ça, c'est ce qu'on pourra faire dès le début de l'année 2020 avec Salesforce et Velocity. L'autre point, c'est dans l'autre sens, c'est ce client qui nous a appelé, qui parfois n'est pas toujours digital native, et qui a fait des choses avec un conseiller, mais après, un dimanche soir, il a un petit stress sur son contrat d'énergie parce qu'il déménage dans la semaine et il se demande où ça en est. Et là, il va pouvoir récupérer toutes ces données via un suivi de ces informations sur Internet et qui va regrouper l'ensemble des informations, quel que soit le contact qu'il ait eu, qu'il ait initié son contrat avec un technicien de home service ou qu'il l'ait fait avec un conseiller clientèle au téléphone. Donc pour nous, oui, cette réconciliation des données, elle est primordiale et elle est tout simplement dans le respect de nos clients, de nos conseillers, par le fait d'utiliser cette donnée aujourd'hui et éviter de devoir répéter, refaire. C'est un basique, c'est un peu du lean, tout simplement. Voilà. Mais c'est comment concentrer ces données-là au service de tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a quand même un énorme travail en termes de back-office pour arriver à rassembler ces données. Je voyais, vous lancez quand même pas mal d'expérimentations du côté de l'interface au client. Alors évidemment, il y a toutes les plateformes qu'on connaît déjà, que ce soit le site web, le site mobile, les applications, etc. Mais il peut être tentant d'imaginer ce qu'on peut faire avec un bot, ce qu'on peut faire avec un assistant vocal. Alors oui, on a utilisé toutes les technologies du digital, data, intelligence artificielle, tout ce qui était à notre portée pour pouvoir améliorer cette expérience client. Donc on a un premier volet qui consiste d'abord à améliorer en continu l'expérience client que le client vit aujourd'hui avec nous. Et puis en parallèle d'inventer l'expérience client de demain. Donc, et c'est important d'aller commencer petit à petit à disséminer ces nouvelles pratiques parce que nos clients utilisent ces technologies. Aujourd'hui, la plupart de nos clients utilisent Facebook Messenger, WhatsApp, Google Assistant et on se devait d'être là où sont nos clients. Donc effectivement, depuis déjà 2 ans, donc c'est pas une lubie, c'est quelque chose qui s'est installé dans la durée, vous pouvez contacter Engie sur Facebook Messenger avec Engie à votre service.
Vous pouvez également, depuis un an, contacter Engie via Google Assistant. Et pour les clients qui disposent d'un compteur communicant Linky, vous pouvez même avoir des informations sur votre consommation d'électricité, une prévision d'électricité sur les 2 prochains mois. Donc ce ne sont pas des gadgets, ce sont vraiment des outils qui nous servent, comme je vous le disais, à être là où nos clients sont, qu'on installe dans la durée et qui nous permettent d'aller apporter des services utiles à nos clients. Donc, par exemple, sur Facebook Messenger, vous pouvez souscrire un contrat d'énergie à tout moment, 24 heures sur 24, simplement en conversant avec le bot. Et si jamais, à un moment donné, en tant que consommateur, vous avez un petit stress, eh bien, vous pouvez basculer sur un conseiller clientèle. On n'est pas dans un monde déconnecté de la réalité, on est bien dans un digital qui va s'intégrer dans une relation avec l'ensemble des canaux, et notamment avec nos conseillers clientèle, puisque le canal téléphonique reste un canal prépondérant dans notre expérience client. On disait au début, la relation entre Engie et ses clients, c'est une relation longue, où si la question se pose de la continuité de la relation, c'est pas tous les ans, c'est plutôt 7 à 10 ans. Je comprends évidemment l'intérêt immédiat qu'il y a pour Engie de rester connecté au plus près de ses clients. Pour le client, le bénéfice d'avoir une relation plurimensuelle, j'ai envie de dire, avec Engie, il est de quel ordre ? Alors le premier ordre déjà, c'est de limiter le stress. Tout ce qui est autour de l'énergie, c'est pas sexy, mais en plus c'est stressant. Tout le monde a peur de la coupure d'électricité, alors encore plus dans un monde du digital, parce que ne pas pouvoir recharger son téléphone mobile, c'est le pire cauchemar de tous les adolescents. Donc on a déjà, nous, un objectif, c'est de s'assurer que nos clients oublient l'énergie. Donc notre premier travail avec toutes ces technologies, c'est de faire qu'ils soient rassurés et qu'ils aient l'information à tout moment quand ils se posent 24 heures sur 24. Donc ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième, je vous le disais, c'est qu'autour de l'énergie, on a de plus en plus de préoccupations sur ce triptyque qui est budget, confort et environnement. Et pour ça, nous, on a l'avantage d'avoir des technologies qui sont arrivées certes tardivement dans l'énergie, mais qui maintenant vont beaucoup nous aider, qui sont notamment les compteurs communicants. Et là, ce qu'on propose à nos clients, c'est d'aller leur donner plus, de leur donner notamment les moyens d'agir sur leur énergie, de redevenir maître de sa consommation, avec des suivis de consommation qui vont être à l'euro près, qui vont permettre des prévisions dans le temps. Je vous disais, quand vous avez un compteur Linky, vous pouvez prévoir votre consommation d'électricité pour les 2 prochains mois, et puis d'avoir tous les conseils et les leviers qui vont permettre de piloter votre consommation. Donc, par exemple, on a un partenariat avec Netatmo qui vous permet de lier votre suivi de consommation avec votre thermostat au domicile et de pouvoir voir quand est-ce que vous allez pouvoir adapter bien, finalement votre consommation de chauffage et de l'ajuster en fonction soit de vos préoccupations budgétaires, de confort ou d'environnement. Merci beaucoup. Jean-Marie, rassurez-moi, c'est bien Pierron, c'est pas Pierron. C'est Pierron et Okay. il y a du breton également. Il y a du breton partout. Vous travaillez donc chez Velocity, une société qui propose des solutions cloud pour différentes verticales, différentes industries, basées sur Salesforce. D'abord, présentez-nous l'entreprise en 2 mots. Alors, Velocity a été créé il y a 5 ans. Et donc, on est à peu près 1000 personnes aujourd'hui dans cette société. Donc, on a une croissance très rapide. On fournit des solutions sur Salesforce qui adressent 6 industries aujourd'hui, dont l'industrie de l'énergie, dont l'industrie des télécoms, la santé, l'assurance, etc. Donc, on est présent aujourd'hui sur 6 industries. Et juste un petit aparté sur Salesforce et aussi sur l'écosystème que Salesforce a créé, puisqu'on fait partie d'un écosystème de partenaires. C'est un peu l'App Store B2B, en fait. Et il y a à peu près, je crois, 5000 partenaires aujourd'hui dans cet App Store. Et ça, c'est assez extraordinaire, parce qu'une entreprise comme Velocity a pu surgir, en fait, grâce à Salesforce. Et on est beaucoup d'entreprises qui ont eu cette chance, en fait. Et on a la chance depuis 2 ans d'être partenaire de Salesforce et d'Engie, en fait. Et aujourd'hui, on a des projets dans 4 pays chez Engie, dont la France, avec un gros projet de transformation appelé Smile. Donc j'espère que le sourire reste sur votre visage, Céline. Jusqu'ici, ça va. Et donc voilà, donc ça c'est un peu l'historique de Velocity. Ouais. Alors c'est amusant parce que je voyais le titre en préparant cette table ronde, je vois directeur de la transformation digitale, mais je dis mais c'est bizarre, directeur de la transfo digitale dans une entreprise qui a 5 ans. Non, là on parle de la transfo digitale de vos clients. De nos clients, oui. Donc on a aujourd'hui à peu près 150 clients dans le monde. Et donc, ça veut dire qu'on a 150 projets de transformation digitale. Donc, c'est ce qui est assez passionnant. Donc, j'ai la chance d'avoir quelque part un benchmark des différentes routes qui sont suivies par ces entreprises dans ces 6 industries.
Alors, ce que je voudrais remarquer sur cette transformation digitale, c'est qu'il y a 3 difficultés qui remontent. Et on a fait un certain nombre de surveys également, d'études dans ce contexte. La plus grande difficulté qui remonte majoritairement, c'est introduire une culture digitale dans l'entreprise. Et donc, on voit beaucoup d'entreprises, et donc je pense que NJ est déjà bien sur la route, hein, puisque vous avez injecté cette culture digitale effectivement dans l'entreprise, mais certaines entreprises qui démarrent... on a des sociétés d'assurance qui existent depuis 150 ans et introduire le digital, c'est vraiment un vrai challenge. Donc ça, c'est le premier challenge. Le deuxième challenge, c'est la simplification business. Et donc là, on arrive autour de l'expérience client. Comment puis-je mettre de côté un peu des années de pratique, de processus, d'expérience client, et comment créer donc la nouveauté en se rapprochant, on va dire, des bonnes pratiques effectivement du marché. Et on a vu que les GAFA, en quelque sorte, étaient en termes de satisfaction client, en tout cas, était très, 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 très fort. Donc, comment arrive-t-on à changer nos processus, à changer l'expérience client, à changer nos organisations pour simplifier effectivement notre business? Donc, ça, c'est vraiment un deuxième enjeu. Et le troisième enjeu, c'est comment passer de la stratégie à l'exécution. Donc, on voit beaucoup de stratégies digitales définies par des grands groupes, parfois consulting, mais passer de la stratégie à l'exécution, c'est très, très difficile en fait. Il y a une première difficulté, c'est le cycle de décision dans les entreprises. Donc, je vois certaines entreprises qui mettent 24 mois à se décider sur une stratégie digitale. Donc, ils voient passer les trains, en fait, en quelque sorte. Et puis, il y a aussi ce mythe du speedboat, ce que j'appelle speedboat, quoi. On voit des entreprises qui font effectivement de la transformation digitale, mais au goutte à goutte. Donc, on va lancer des projets, on va lancer un pilote, un proof of concept, boom. Mais en fait, par ce projet, on va lancer le projet, mais on ne transforme pas vraiment le corps de l'entreprise, en fait. Et donc, la grande difficulté, c'est comment j'arrive à prendre l'entreprise telle qu'elle est aujourd'hui, à changer son organisation, ses processus, etc., pour l'amener vers le digital. Ouais. Donc ça, c'est les 3 challenges qu'on voit aujourd'hui. Quelle part, en termes d'importance, dans la transformation numérique, enfin digitale d'une entreprise établie, passe par l'effort sur l'expérience client ? Moi, je pense que c'est un des premiers enjeux en fait lorsqu'on démarre un projet et très souvent, donc moi je fais beaucoup de présentations effectivement dans des boards d'exec en fait. Hein, donc ce qu'on va principalement parler, on va parler effectivement à la fois de la proposition de valeur de la transformation, mais immédiatement après, on va parler de c'est quoi l'expérience client qu'on va offrir en fait en quelque sorte. Hein. Donc ça fait partie à la fois de nos méthodologies de projet, mais très rapidement, même en s'adressant à des boards d'exec, ils vont vouloir voir comment l'expérience client va se traduire. D'ailleurs, lorsqu'on est arrivé chez NJ, en fait, c'est très simple, on nous a donné un cahier de 30 pages, on nous a dit, voilà, c'est le processus de changement d'adresse. Et vous avez, est-ce que vous pouvez apporter une valeur ajoutée sur ce processus? Donc, et c'est comme ça qu'on est rentré chez NJ, c'est qu'une semaine après, on est revenu voir effectivement Emmanuel Fouché, là, le DSI, on lui a dit, ben voilà, on a prototypé le processus Move, on lui a montré, il nous a dit, ah, vous avez fait ça en une semaine? On a dit, ben oui, on a fait ça en une semaine avec les équipes Salesforce. Et donc, on a adapté ce process et la semaine suivante, on présentait ça au business. Et quelques semaines plus tard, donc, on discutait avec monsieur Yves Le Gélard pour discuter d'un partenariat possible. Donc ça s'est passé vraiment comme ça. Et donc le point d'attaque, c'était vraiment l'expérience client. Donc c'était pas des slides de présentation de la société, c'était pas des magnifiques business case, c'était vraiment concrètement qu'est-ce qu'on peut changer dans l'expérience client chez NJ. Ouais. Vous avez d'autres exemples d'expériences repensées et réussies? Oui, alors là, si vous pouvez juste, je voulais juste parler très brièvement, donner 3 exemples de 3 continents différents dans le segment télécom. Le télécom est assez avancé dans le digital. Hein, et sur ces derniers 6 mois, donc, on a mis en production 3 plateformes assez identiques qui sont 100% digitales. Une plateforme chez Inouï, qui est un opérateur marocain donc, en Afrique. Une plateforme chez Orange, dont le pilote est en Pologne et qui a été présentée à Dreamforce. Et une plateforme Verizon qui s'appelle Visible en fait. Et donc ces plateformes ont pour particularité d'être 100% digitales. L'expérience client se fait à travers le mobile. Il y a des technologies en fait d'intelligence artificielle derrière pour guider le client et pour le conseiller. Il n'y a pas de centre d'appel derrière, donc je n'annonce pas la fin des centres d'appel, hein, j'entends, mais ces compagnies sont en train d'expérimenter des nouveaux modèles en fait.
Ce qui est intéressant, et notamment sur Inouï, on a l'application est en production depuis 6 mois. Et ils ont fait une étude de satisfaction client, donc, ce qui est quand même intéressant. Il faut savoir que le niveau de satisfaction client, donc, il y a un indicateur qu'on utilise qui s'appelle NPS, Net Promoter Score, qui correspond en 2 mots, c'est est-ce que vous conseillerez le service à votre voisin, oui ou non. Donc en fait, on pose cette question. Et on obtient un pourcentage entre 0 et 100. Quoi. Il faut savoir que la moyenne dans le secteur télécom est autour de 15%. Donc c'est vraiment un secteur qui n'est pas très populaire, on va dire, alors que les GAFA sont plus autour de 60%. Même chez nous? Ouais. Ah ouais. Ouais, non, c'est peut-être entre 15 et 20%, 20% max, effectivement. Je ne sais pas, tu dois avoir des statistiques aussi, Olivier, mais je pense que l'expérience client dans le secteur télécom n'est pas très forte. Et au bout de 6 mois, effectivement, l'équipe Inouï a conduit une étude de satisfaction client. On est, avec l'application, à 70% de satisfaction client. Bon, il y a le Maroc, en général, les Marocains ont tendance à juger plutôt positivement les expériences clients. Il faut savoir que le NPS, généralement, au Maroc, est plus haut que la moyenne. Mais arriver au bout de 6 mois à un retour de terrain de ce type, ça montre effectivement que c'est des voies à explorer, effectivement. Et je pense dans le secteur énergie, assez rapidement, on va se rapprocher du secteur techo avec effectivement tous les équipements, les services qui vont arriver dans les mois et les années qui viennent. Ouais. En tant que client, que ce soit d'un opérateur d'énergie, d'un opérateur télécom, mon expérience à moi, dans 5 ans, dans 10 ans, est-ce qu'elle va changer de manière notable? Alors, effectivement, il y a des tendances. Hein. À nouveau, c'est difficile de prédire l'avenir, mais je dirais je vois 3 tendances. Bon, confirmation de l'intelligence artificielle, je pense qu'on va y aller encore plus. Hein. Je pense qu'il y a des expériences qui sont réussies, d'autres qui le sont moins, effectivement. Donc on apprend, mais je pense que l'intelligence artificielle va continuer, avec le big data, va continuer à enrichir l'expérience client, à faire en sorte qu'on va proposer la bonne offre, le bon produit, où on va traiter par anticipation une demande du client que le client va avoir. Donc ça va continuer à se développer. Deuxièmement, après le grand public, je pense que le mobile va déferler sur le B2B. Dans le monde des entreprises, je pense qu'il y avait d'ailleurs un partenariat qui a été annoncé à Dreamforce entre Apple et Salesforce, donc qui est intéressant. Il y avait toute une conférence avec Marc Binoff et Tim Cook, le patron de Salesforce, pour dire on va investir, nous Apple, nous Salesforce, sur le B2B mobile. Donc ça, je pense que c'est quand même un message assez important. Marc Binoff a dit qu'il pilotait toute son entreprise sur son mobile. Je ne sais pas si tu le fais toi aussi, Olivier. Ouais. Tu n'as plus de computer, en fait, quasiment. Non. Voilà. Bon. Donc c'est je pense, un domaine qui va se, qui va se renforcer. Ouais, absolument. Ouais. Il n'y a plus de PC, on va dire, au sens traditionnel. Et troisièmement, bon, avec l'arrivée de nouvelles technologies réseau, donc on parle de la 5G, bon, il y a aussi les objets connectés. Effectivement, tout ça font que on va voir émerger, comme vous le signaliez tout à l'heure, de nouveaux types d'interactions clients, qui ça peut être de la réalité avancée, de la réalité virtuelle. On le fait déjà, par exemple, on peut visiter des appartements en réalité virtuelle aujourd'hui, donc on le fait par exemple dans le secteur de l'immobilier. Mais de plus en plus, on va utiliser à la fois pour les commerciaux, mais aussi pour les techniciens, pourquoi pas, ou pour les chirurgiens, des technologies qui vont permettre d'avoir une relation nouvelle avec de nouveaux outils, effectivement, à l'avenir. Donc c'est les 3 tendances que je vois aujourd'hui. Ouais. Au final, au-delà de l'impact sur l'expérience du client, de l'expérience du collaborateur, est-ce que ça a un impact au final sur les produits, sur ce qu'on vend et à quel prix? Sur le catalogue des produits, des offres, la grande tendance, je pense, en grand public, c'est qu'on va essayer de simplifier en général des catalogues qui sont issus d'années et d'années de bouts de ficelle, en fait, parfois, tout en offrant un maximum de personnalisation. Donc c'est à la fois de la simplification, ça ne veut pas dire simpliste, hein, ça veut dire qu'on va essayer de simplifier l'offre pour le client final, pour le faire en sorte qu'il comprenne l'offre, mais lui offrir tout un tas de possibilités de personnaliser l'offre. Donc ça je pense que c'est un peu le futur, en sachant que dans le monde des entreprises, c'est encore plus complexe, hein, puisqu'on a des produits plus complexes. Et donc là, c'est un sujet qui est étudié par pas mal d'entreprises. Mais je pense que dans le grand public, c'est ça, c'est la personnalisation et la simplification. Ouais. Merci beaucoup, merci à tous les 3. Y a-t-il des questions dans la salle? Alors, on va vous passer un micro.
Bonjour, Pascal Boulard, Société Anaplan, client d'Engie, 2 fois, enfin pour 2 appartements. Merci Olivier. Alors ce qui est bien avec les réveils digital d'Engie, c'est que ça force à réfléchir. Le monsieur d'Engie passe à l'appartement tous les janviers pour nettoyer la chaudière, etc., etc. Je lui dis tiens, c'est pas mal, puis je réfléchis, mais c'est pricé comme une assurance, mais pas avec prix d'assurance. C'est-à-dire avec le prix d'un monopole naturel, ce qui est très bien, je ne juge pas, c'est parfait, je ferais la même chose si j'étais à votre place. Mais je me suis dit, mais pourquoi je possède ma chaudière? Et donc, avec ce qu'Olivier a dit au début de son intervention, nos software, pourquoi pas nos heaters, est-ce que dans votre offre, je ne sais pas, avez-vous une offre où vous garantissez la chaleur quand il fait froid sans que j'ai besoin de posséder la chaudière, c'est-à-dire appliquer à vos services les méthodes du cloud? Alors, ravi que vous soyez client déjà, et bravo, bravo. Et vous ne l'avez pas dit, vous êtes un client satisfait en plus, et ça je m'en félicite. Je suis un client satisfait. Où sont les caméras? Alors d'abord, juste une première chose, ce marché de l'entretien est loin d'être non concurrentiel, hein. On n'est pas du tout en situation de monopole. Le premier de nos concurrents, c'est l'artisan. C'est finalement celui qui va s'occuper de votre plomberie chez vous. Voilà. Plus d'autres grandes sociétés qu'on ne citera pas, on ne les aime pas. Voilà. Mais en gros, effectivement, le premier de nos concurrents, c'est l'artisan. Et c'est pour ça que d'ailleurs, l'enjeu, c'est l'expérience. Et c'est l'expérience qu'on propose. Et effectivement, oui, aujourd'hui, on a choisi d'être positionné dit premium. On est plus cher que la concurrence parce que derrière, on prête beaucoup d'attention à l'expérience client, hein. On a un NPS au-delà de 50 sur NG Home Service, donc, qui est colossal, avec un contact avec le technicien qui prend le temps d'expliquer, qui prend le temps effectivement de s'assurer que l'équipement est en bon fonctionnement. Alors pour répondre à votre question sur pourquoi on ne serait pas dans le cloud demain. Donc effectivement, c'est un sujet qu'on a souvent étudié, notamment la question du leasing de la chaudière, par exemple, effectivement. Donc aujourd'hui, ça n'en est qu'au titre d'étude. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais aujourd'hui, pour plein de bonnes raisons. Alors déjà, on a des changements sociétaux qui s'opèrent, mais il n'y a pas si longtemps que ça, on avait encore des Français très attachés au principe de propriété. Et commencer à expliquer que je suis propriétaire de mon logement, mais pas propriétaire de ma chaudière, jusqu'à présent, c'était un frein pour une partie des consommateurs. Pour autant, on le regarde effectivement pour se dire est-ce que demain, on n'irait même pas plus loin, c'est-à-dire de faire une location de la chaudière et puis faire un pack avec l'énergie. Voilà. Aujourd'hui, ça n'est qu'un projet. En revanche, ce qui est vrai aujourd'hui, c'est que déjà, il y a une partie de la data autour de cette chaudière qui est dans le cloud. Et notamment, si demain, vous avez besoin de changer votre chaudière, si vous avez des méchantes chaudières au fioul, par exemple, vous les remplacez par une chaudière à condensation. On a lancé l'année dernière une chaudière connectée sous la marque NG Home Service et qui permet de commencer déjà cette petite bascule. Vous êtes toujours propriétaire de votre chaudière. Elle est toujours entretenue par NG Home Service, mais une partie, la donnée qui est autour de cette chaudière, déjà bascule dans le cloud, et notamment avec Salesforce, et permet de monitorer votre chaudière et de permettre d'anticiper les éventuels aléas autour de cette chaudière. Et d'être prévenu, avant même d'avoir détecté que votre chaudière allait mal, un technicien vous appelle parce qu'il aura utilisé les outils Salesforce qui lui permettent de voir que la donnée de la chaudière indique qu'il y a une petite faiblesse, de vous contacter de manière proactive et de vous proposer soit un dépannage à distance, quand c'est des choses toutes simples, par exemple vous n'avez plus d'eau, suffisamment d'eau, c'est une des principales raisons de panne, c'est quand on n'a plus assez d'eau dans cette chaudière, ou de vous proposer une intervention à votre domicile si jamais c'est nécessaire. Donc en gros c'est oui et non, non pas encore pour le leasing, mais oui pour le cloud avec les données, avec la possibilité de piloter à distance et de monitorer à distance votre chaudière. C'est un voyage. En fait, nous, on s'aperçoit que de plus en plus de sociétés se posent ce genre de questions et ont entamé le voyage. Alors certaines font des grands pas, parce qu'elles peuvent faire des grands pas. Généralement, c'est les plus petites. D'autres ne peuvent pas faire un énorme pas en même temps, mais il y a une direction très claire. Et dans l'écosystème dont tu nous parlais, il y a des solutions qui permettent de facturer en fait, la prestation de service à la minute ou à l'heure ou à la journée ou au mois ou à l'année. Donc il y a des solutions de facturation qui ont été établies pour aider les entreprises dans ce chemin. Parce que derrière, il faut facturer différemment. Mais c'est un mouvement, je pense, de fond qui a été entamé partout. Et il va falloir quand même beaucoup d'années pour que toutes les entreprises réalisent ou arrivent à la destination. D'autres questions? Bien.
Oui, une là-bas. Madame, je vois madame qui voulait poser une question. Oui, je voulais savoir si Salesforce pourrait demain agréger des données RH et permettre aux directions ressources humaines, par exemple, de monter des formations ad hoc parce que autour de la relation client, on a vu qu'il se passe des choses et c'est pas performant. Ou aller vers des indicateurs RSE aussi. Première question. Et pour Monsieur Pierron, c'est demain, vous avez dit, il y aura des nouvelles formes d'interaction. Sur quoi ou quel sera le contrat de communication qui liera ces technologies et nous? Est-ce qu'on le sait? Je vais commencer alors sur la partie ressources humaines. Alors vous l'avez compris, Salesforce n'est pas directement fournisseur de solutions de ressources humaines, mais comme je le disais tout à l'heure, on se connecte et on a entendu clients heureux, employés heureux, c'est une boucle vertueuse. Donc en fait, il faut s'intéresser à l'engagement des employés dans cette transformation. Donc vous avez, toutes les entreprises ont des solutions de ressources humaines. Quand on regarde le marché des ressources humaines de près, c'est très fragmenté. Il y a des tas de solutions dans tous les sens pour le recrutement, pour la gestion des carrières, chez Engie d'ailleurs, ils utilisent Salesforce, je crois, pour les cadres ou les mouvements des cadres à l'international, pour mettre en adéquation les postes qui existent avec les gens qui veulent bouger et pour essayer de faire en sorte qu'il y ait un match. En ce qui nous concerne, et vous avez cité la formation, on n'est pas solution de ressources humaines, mais plein de nos clients nous utilisent pour les trous de la raquette dans les solutions de ressources humaines, pour faire des applications rapidement avec la plateforme Salesforce, pour couvrir des trous qui existeraient dans votre raquette de solutions de ressources humaines, pour ne pas avoir à réinvestir des millions et des millions dans d'autres packages de ressources humaines, mais juste combler quelques trous. Ensuite, vous avez cité formation. Dieu sait si c'est important. Entre parenthèses, la société IDC vient de nous dire que vont être créés en France dans les 4 ans qui viennent 150 000 emplois en France autour des technologies Salesforce. Alors pas chez Salesforce, partout en France, chez les clients, chez les partenaires, 150 000 emplois. Donc il y a un énorme challenge de formation des gens à des métiers qu'on connaît ou des métiers qu'on ne connaît pas encore. Et donc on a inventé il y a 4 ans une plateforme de formation gratuite à toute la technologie Salesforce. Il y a 4 ou 5 ans, on a inventé ça. Ça s'appelle Trailhead. Vous pouvez y aller, trailhead.com, et vous pouvez vous former à tous les métiers de développeurs ou d'architectes, des métiers plutôt techniciens autour des solutions Salesforce. Et cette année, on vient d'annoncer qu'on permet à nos clients de créer leur propre parcours dans cette plateforme. Alors c'est une plateforme de formation qui est électronique, mais qui permet aussi aux gens d'avoir des parcours, des points, des jeux, quelque chose de sympathique, on appelle gamification en anglais, où on a un aspect ludique aussi. Et nos premiers clients, personnalisent leur parcours de formation sur les contenus de leur choix. Mais ça peut être sur l'égalité homme-femme au travail. Ça peut être sur les biais de notre éducation ou du monde actuel sur l'égalité. Ça peut être des choses qui n'ont rien à voir avec la technologie. Donc on pourrait regarder, et on discute beaucoup avec beaucoup de clients, on pourrait regarder avec Engie, on en a parlé dans un rendez-vous avec votre célèbre directrice générale et mon célèbre président, d'un sujet pour pourquoi pas former les consommateurs à mieux utiliser l'énergie, en complément de tout ce que vous avez dit, parce qu'il s'agit d'aller dans cette direction. Et donc il faut s'associer avec des technologies qu'on penserait a priori ne pas être présentes dans l'univers Salesforce, mais elles existent. Et c'est fondamental, votre question est logique quand on regarde ça. Il y a un énorme besoin de formation ou de reformation. Et si en plus on pouvait en profiter pour amener de plus en plus de femmes dans le monde du travail, ça serait encore mieux. Ça, c'était pour la première question. La deuxième question, en fait, lorsqu'on regarde les tendances du futur, il est quand même très difficile de dire exactement ce qui va marcher, ce qui ne va pas marcher. En revanche, je pense qu'il est important, c'est ce concept de hub d'innovation ou hub d'expérimentation. Il faut que je trouve une traduction française pour hub, parce que je ne sais pas si c'est vraiment dans le dictionnaire. Mais je pense que chaque entreprise doit avoir un endroit pour expérimenter effectivement les parcours clients de demain.
Lors de Dreamforce, nous avons fait par exemple un proof of concept 5G, donc avec un certain nombre de partenaires, dont Salesforce et Capgemini. Donc, on a présenté un parcours client-entreprise, un parcours client B2C autour de la 5G. Donc, vous devez avoir un endroit où vous pouvez expérimenter ces futurs parcours. De temps en temps, vous allez faire des expérimentations qui n'auront peut-être aucun intérêt ou qui vont montrer effectivement que c'est une voie sans issue. Mais certaines de ces expérimentations, vous allez pouvoir les inscrire dans des projets et les réaliser en fait au fur et à mesure. Donc l'idée, c'est pas tellement d'essayer d'être devin, de dire précisément on va faire de la réalité virtuelle ou je ne sais quoi. C'est d'avoir en fait un hub dans lequel vous allez pouvoir expérimenter et anticiper en fait les vagues qui vont arriver. En fait, c'est le point important. Oui, Eric. On est bon? Je vais remonter le micro. Donc, Non, on est très bon. Je voulais vous passer le micro si vous voulez, conclure. C'est intéressant parce qu'on vient ici pour parler de technologie et finalement on n'a jamais parlé autant d'humains. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à tous. Évidemment, tous ces gens restent disponibles à la fin. Oh oui, ils s'applaudissent, oui, allez-y. Et nous allons collectivement laisser la scène au sol vraiment que vous attendez depuis le début. Mesdames et messieurs, Eric Orsena. Merci. Eh bien, une fois de plus, c'était grand. Alors, premier point. 3 expériences personnelles. En tant que reporter, en tant qu'investisseur et en tant qu'écrivain. Premièrement, en tant que reporter, j'ai suivi très directement le bouleversement de France Télécom en Orange. Et une des phrases d'un patron qui a eu quelques problèmes depuis, mais qui posait une vraie question, quand il s'adressait à ses troupes, il disait « Et vous allez découvrir un personnage nouveau qui s'appelle le client, que vous n'aviez jamais vu jusque-là. » Premièrement. Deuxièmement, en tant aussi que reporter, il se trouve qu'on m'avait demandé de raconter les 2 dernières années de création de l'A380. Donc je me suis promené partout et j'ai vu. Et j'ai vu 2 choses qui m'ont bien intéressé, c'est-à-dire la fierté de ceux qui créent le plus bel avion du monde, tous. Et ça m'avait intéressé parce que j'ai eu l'honneur d'être invité au premier vol juste après les vols d'essai. Et il me disait, vous n'avez pas peur? Il dit non, si. Parce que franchement, là, comme j'ai vu toutes les usines, j'ai vu comment c'était fait, alors si j'ai confiance, c'est ce jour-là que j'ai confiance. Et donc il y avait la fierté des collaborateurs, des compagnons, la satisfaction des clients et l'impossibilité du marché. Donc c'était où la clientèle? Quel était le niveau de clientèle? Et ça me pose la question, qu'est-ce qu'un client? Qu'est-ce que c'est le client 360? Quel niveau? C'est où? C'est quoi? Comment ça s'articule? Comme je travaille énormément sur les questions de territoire, on a parlé de Smart et toutes ces questions, je travaille avec l'Association des maires de France, avec Action Cœur de Ville, où s'arrête le client? C'est la personne, c'est l'environnement, parce que l'environnement, c'est aussi le client. Comment ça marche? Deux exemples donc en tant que reporter. Un autre exemple en tant qu'investisseur. Il se trouve qu'avec Jacques Attali, on avait lancé la première liseuse électronique, Cital. Et c'était marrant parce que on avait avec des super ingénieurs qui proposaient une machine et il m'avait demandé d'être vice-président de cette affaire parce que moi j'étais un lecteur. Et je leur disais, ce que vous proposez c'est vachement bien, mais en tant que lecteur, je m'en fous. Et ce que je voudrais, c'est autre chose. Ah oui, mais autre chose, c'est pas ça. Donc, ils proposaient un truc dont ils étaient, eux, super fiers, mais qui ne correspondait pas aux clients maladifs que je suis de lecture. Donc, il y a eu plein d'autres raisons, mais on a fait faillite. Donc, la question de client m'a énormément intéressé. Troisièmement, en tant que romancier. Il se trouve qu'il y a 15 jours, on a fêté les 31 ans du jour où j'ai reçu le prix Goncourt. Et donc, si vous regardez les 31 Goncourt depuis ce moment-là, il y en a quand même les 9/10 qui ont complètement disparu du marché.
point, moi, virgule, non. Pourquoi? Parce que j'ai une marque. Et comment je gère la marque? Et comment, à la fois, je réponds aux demandes et en même temps, je surprends. Et c'est assez marrant parce que les gens disent « mais on pensait que tu étais un artiste » et pas du tout, je suis un commerçant. Ce qui n'est pas contradictoire. Donc, c'est pour ça que ces questions de clientèle me passionnent, en fait. Et là, je reprends un troisième point, ou quatrième point, après le reporter, l'investisseur, l'écrivain, en tant qu'économiste. Ce que vous avez dit, et vous en rendez compte, mais je voudrais vous le redire aussi, c'est que ce à quoi on assiste, c'est un bouleversement incroyable de toutes les notions que j'ai apprises à Paris 1, à la London School, machin, etc., depuis toujours, et que j'ai enseigné avec conviction pendant des années, c'est-à-dire la relation entre l'offre et la demande. Eh bien, la relation entre l'offre et la demande, c'est lié, figurez-vous. La relation entre la production et le service, on en parle souvent avec Yves. C'est complètement bouleversé. Ça veut dire quoi, ça? On fait ça ensemble. Donc, c'est ce basculement-là, moi, qui m'a tout à fait passionné, qui est exactement à l'image de la vie. Il se trouve que je suis ambassadeur de Pasteur, je travaille énormément sur ces questions-là, et la vie, c'est ça. La vie, il n'y a pas offre-demande, il y a la symbiose. Il n'y a pas de déchets dans la vie, par exemple. Donc, vous voyez cette articulation offre-demande, en disant, moi, je vous propose ça, et puis vous êtes un cochon de client, vous allez avaler, eh bien, c'est plus comme ça que ça se passe. Et ça me frappe énormément, parce que, au fond, et on redit ça à tous les réveils numériques, c'est que y a un modèle qui date depuis 4 milliards 500 millions d'années qui s'appelle La Vie. C'est une start-up qui a fait ses... Voilà, et c'est un Dreamforce pas mal quand même, finalement. Parce qu'autrement, on ne serait pas là. Et donc, deuxième point, c'est ça. C'est cette basculement des conceptions, de ces ruptures, de ces séparations, de ces silos mentaux. C'est pas comme ça que ça marche. La vie, c'est pas comme ça que ça marche. Troisième point. Autre élément qui m'intéresse beaucoup et sur lequel je travaille. Vous avez dit, et je mesure ça très directement, quand la plateforme répond pas ou qu'il y a du stress qui se crée, on peut toujours basculer vers un conseiller. Back to human. On revient. Et c'est exactement la même chose de ce qui se passe en médecine, et notamment en chirurgie, quand vous avez, grâce aux data, un formidable robot qui vous remplace mieux votre rotule gauche que si c'était un type qui juste avait eu 2000 clients, 2000 patients dans sa vie, alors que là, vous avez des datas sur 5 millions de cas. Mais quand ça ne va pas, on bascule vers le médecin. Et donc, ce n'est pas une mauvaise nouvelle en disant on va tuer les chirurgiens, mais on dit qu'au fond, on libère du temps pour le cœur de l'humanité qu'aucune machine ne remplacera jamais. Et donc, c'est le conseiller qui déstresse et c'est le médecin qui répare ce que le robot n'a pas vu parce qu'il y avait des interactions qui n'étaient pas prévues par les algorithmes. Donc, on est ça dans cette question-là. Dernier point. Parce que je ne vais pas vous gonfler, mais vraiment, ça m'a particulièrement passionné. C'est le bonheur. Le bonheur. Alors, si je devais refaire une thèse, au lieu de la thèse débile que j'ai faite sur la monnaie, je ferais le bonheur comme catégorie économique. Et il y a une définition du bonheur que j'aime bien, c'est ni tout à fait un acte, ni tout à fait un état. C'est-à-dire, si c'est seulement un état, on est content, mais il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Parce que, bon, on a sa bière, on a Netflix, mais enfin, bon, voilà. On rote bien, mais voilà. Mais quelque chose manque quand même. Quelque chose manque. L'État, il est content. Enfin, avec un petit E. Et s'il y a un acte, mais que on n'est pas reconnu, qu'on n'a pas une certaine tendresse autour de soi, ça ne va pas non plus.
Donc, et je rajoute un point, maintenant. C'est-à-dire qu'il y a l'acte, et je suis tellement d'accord avec vous, le super pipeau, ça ne va pas. Voilà. Et l'État et le sens. Et moi, je crois que comme il y a des possibilités d'investigation en permanence, qui emmerdent les politiques, mais qui posent des questions de challenge à tout le monde, on vérifie. Il y a du fake, mais il y a du check. On vérifie sans arrêt. Et donc, le sens, il est là. Donc, cette notion de l'État avec les collaborateurs, moi, je suis sidéré quand je vois des boîtes. D'ailleurs, je sens, mais à l'instant même où j'entre dans une boîte, si les gens sont en forme ou pas. Et si les gens ne sont pas en forme, honnêtement, je ne vais pas investir. Ils s'en foutent parce que j'ai rien à investir. Mais si j'avais à investir, ce n'est pas là où j'irais. Parce que tu sens tout de suite que ça ne va pas. Et ce management par le stress, non. Le résultat, oui. Mais le résultat, ce n'est pas un stress. C'est ce qu'on appelle le réel. Voilà. Donc cette question-là sur le bonheur, ça me passionne et c'est tout à fait lié avec la clientèle. Donc c'est un peu ça ce que je voulais vous dire. Et puis, il y a un autre point qui, moi, m'intéresse beaucoup là. Alors, je reprends la casquette de romancier, de supposé créateur. C'est le moment où on va justement surprendre. C'est-à-dire, on va être au-delà de ce qu'attend le client, le lecteur, en l'occurrence, au-delà. On va le surprendre et on va lui faire découvrir en lui et en soi-même en écrivant, la part d'humain qu'il avait oubliée. Donc, c'est le Dream plus Force. Merci. Celle-là, même Marc Benioff n'y avait pas pensé. Merci beaucoup, Eric Orsena. Merci à tous. C'est le dernier numéro de ce Réveil Digital pour 2019. On se retrouve en 2020. Surveillez vos boîtes mail. Et puis, joyeuses fêtes à tous. Merci.